Quand on cherche à comprendre qui gouverne l'océan, on embarque, vous allez le voir, dans un sacré voyage. Un voyage dans le temps et dans l'espace. Et ce voyage, il commence dans l'une des zones les plus convoitées du monde, tout au fond des mers, dans les abysses. Mais pour y aller, il nous faut un guide. Alors, Brest... Et ce guide, il se trouve à Brest. Voie 6. Bienvenue dans Sources diplomatiques, le podcast du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui vous raconte les coulisses de la diplomatie française et les grands enjeux internationaux. Je m'appelle Diane Jean. Vous écoutez la série Qui gouverne l'océan ? Épisode 1, ces trésors de la mer qu'on voit danser. À quoi ça ressemble pour vous, les abysses ? Dans le train pour Brest, je me suis rendu compte que j'avais des images en tête, un endroit lugubre, rocailleux, sans âme qui vive, avec quelque part un monstre qui dort, mais que ces images, elles étaient toutes tirées de fiction. 20 000 lieues sous les mers. Et en fait, notre imaginaire collectif, il manque de représentation précise et réaliste des fonds marins. There is something down there. Something not us. Not human. Et il y a une explication très simple à tout ça. C'est qu'aujourd'hui, en 2025, on n'a cartographié qu'un tiers des fonds marins. Et seulement 5% ont été explorés. Et ces 5%, ils ne ressemblent en rien à toutes ces images de nos fictions. Puisque dans les grands fonds, il y a tout un tas de trésors. Des trésors qui intéressent beaucoup les États, les ONG, les entreprises et aussi les scientifiques. Comme Pierre-Antoine Descendier, notre guide, basé à Brest. Pierre-Antoine, notre guide, c'est un peu un grand explorateur du XXIe siècle. Il est chercheur à l'Ifremer, spécialisé dans les grands fonds marins, et dans le cadre de son travail, il part souvent en mer. Et là, d'ailleurs, il revient d'une mission où il est allé prendre des échantillons dans une zone très précise de l'océan Pacifique, la zone de Clarion-Clipperton. Alors la zone de Clarion-Clipperton, c'est donc une plaine abyssale, ce qui veut dire que c'est entre 4 et 5 000 mètres de profondeur, en plein milieu du Pacifique Nord. Donc le plus simple pour y aller, c'est effectivement de partir soit du Mexique, soit d'Hawaï. Et là, pour cette mission, Pierre-Antoine est parti du Mexique. Alors il n'est pas parti tout seul, il y avait tout un équipage avec lui, dont une trentaine de marins. Avec un commandant, un second, un chef mécanicien et puis des matelots qui sont en charge de faire toutes les manips à bord, puisqu'effectivement on met des engins à l'eau qui sont assez lourds et qui demandent une compétence pour les mettre à l'eau et les récupérer. Donc voilà, une trentaine de marins pour s'occuper de toutes ces choses-là, et à côté de ça, on devait être 28 scientifiques. Tout ce petit monde, fin novembre, est monté sur le bateau l'Atalante, direction la zone de Clarion-Clipperton. Sur une mission comme ça, c'est une mission qui va être 24/24, 7 sur 7. Ça veut dire que il faut qu'il y ait des gens qui travaillent de jour, des gens qui travaillent de nuit, donc il faut organiser les équipes. Donc on se met autour d'une table avec toutes les cartes, toutes les infos, et on précise les points. Donc il y a toute une histoire de transmission des points à la passerelle, c'est-à-dire que les gens qui sont en charge de nous amener au bon endroit et de mettre le bateau dans la bonne position pour obtenir l'échantillon qu'on veut. Et donc on essaie d'intégrer ça au mieux pour que tout le monde ait l'échantillon entre guillemets parfait. Leur bateau a mis 6 jours pour rejoindre la zone de Clarion-Clipperton. Et une fois sur place, les équipes commencent à prélever des échantillons des différents trésors qui se cachent au fond. Alors au fond, ça ressemble à un désert de sable plutôt plat, avec un peu partout plein de grosses patates noires. Dit comme ça, c'est pas très sexy, mais ces patates, qu'on appelle nodules, c'est l'un de ces trésors que l'équipage est venu étudier. C'est principalement du fer et du manganèse, les nodules polymétalliques, mais ils contiennent aussi du nickel, du cobalt, du cuivre, qui sont des éléments effectivement utiles pour les batteries de voitures électriques, les batteries de smartphones, d'ordinateurs portables, les panneaux photovoltaïques et autres systèmes. Alors le cobalt, le nickel, le cuivre, on en trouve aussi sur Terre,
Mais la particularité des nodules, c'est que dans une patate, vous avez un concentré de tous ces minerais. Donc ça, effectivement, ça a un attrait pour les industriels qui se disent qu'ils peuvent récupérer ces éléments tous au même endroit. Et dans la zone de Clarion-Clipperton, il y a beaucoup de nodules. Ça, c'est le premier trésor. Mais il y en a un autre, qui se trouve justement tout autour de ce champ de patates. Et ce deuxième type de trésor, il est parfois si minuscule qu'il est invisible à l'œil nu. En fait, tout autour de ces nodules, il y a des êtres vivants. On est dans une zone particulière où il y a une très forte proportion d'espèces qui demeurent inconnues. C'est aussi une zone dans laquelle il y a énormément d'espèces rares. Donc on va trouver parfois 1-2 individus de cette espèce au cours de la mission en général. Donc celui-là, il ne faut pas le louper. Et il ne faut pas le perdre, il faut idéalement l'identifier. Et donc, c'est tout cet écosystème, entre minerais et êtres vivants, que les équipes de Pierre-Antoine sont venues étudier. Effectivement, on a dit que ces nodules avaient un intérêt pour les industriels, mais ils ont aussi un intérêt fondamental pour la compréhension de la science et de l'écologie, puisqu'on a tout un tas d'organismes qui vivent dans ces zones grâce à la présence de ces nodules. Parce qu'une plaine abyssale, c'est globalement des sédiments très fins, très mous. La présence de ces nodules crée une hétérogénéité parce qu'il y a des organismes qui vont venir se fixer à ces roches dures. Et ça crée la très grande diversité de cette zone. Au-delà de la ressource minière, toute la vie des grands fonds est capable de nous apprendre plein de choses sur des fonctionnements chimiques, sur des fonctionnements énergétiques que ces organismes utilisent pour survivre dans des milieux qui paraissent extrêmement hostiles. Donc en fait, sans extraire rien du tout, juste en essayant de comprendre le simple mécanisme de fonctionnement de différentes communautés, on peut apprendre des tas de choses sur l'énergie. Dans les fonds marins, il n'y a pas de lumière. L'énergie, c'est la chimiosynthèse. Donc comment, avec de la chimie, on fait de l'énergie ? Ces organismes-là le font très bien et depuis très longtemps. Et c'est une source d'énergie qui peut être utilisée. Effectivement, en pharmaceutique, il y a plein de molécules d'intérêt qui peuvent être découvertes en comprenant comment ces organismes-là vivent et survivent. Donc il y a plein de choses à apprendre de cette vie dans les fonds marins. Pierre-Antoine et ses équipes sont restés 1 mois et demi en mer. Et une fois la mission terminée, ils sont rentrés pour analyser les échantillons dans leur labo à Brest. Et Pierre-Antoine estime qu'il faudra à peu près 3 ans avant d'avoir des résultats précis et solides. Mais déjà, on voit bien pourquoi les fonds marins suscitent autant de convoitises. Et ce qu'on voit aussi, c'est que n'importe qui ne peut pas aller tout au fond comme ça. Il faut un grand bateau, des équipes formées, du matériel sophistiqué, et pour prélever des échantillons, il faut aussi une autorisation. Alors cette autorisation, on l'obtient auprès de l'Autorité internationale des fonds marins. Dans le jargon, on l'appelle l'AIFM. Oui, je sais, ça fait nom de radio des années 2000. AIFM, bienvenue à l'Autorité internationale des fonds marins. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'AIFM, c'est que c'est une autorité avec sa propre organisation, son propre budget et ses propres membres. À ce stade, il y a 170 États qui sont membres de l'AIFM. La France en fait partie. Et à Brest, à l'Ifremer, il y a quelqu'un qui s'occupe de faire le lien entre l'AIFM et des chercheurs comme Pierre-Antoine. Ça, c'est les règles liées à l'exploration, ouais. Okay. Ouais. C'est facile à lire ? C'est un super texte pour s'endormir le soir, ouais. Et cette personne, qui, vous l'avez entendu, ne manque pas d'humour, c'est Sébastien Ibert. De la recherche scientifique, on peut en faire sans contrat avec l'AIFM, et c'est ce que l'Ifremer fait sur plein de sujets et dans différentes zones. Par contre, si on veut explorer une zone pour ses ressources minérales, là, ça passe par l'AIFM. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on demande un contrat d'exploration. Et ce que Sébastien m'a expliqué, c'est qu'il n'y a pas que les États qui peuvent demander un contrat d'exploration. Ça peut être porté par un État directement, ça peut être porté par un organisme public comme l'Ifremer, et puis ensuite, ça peut être porté par des acteurs privés. Si c'est un organisme ou un acteur privé, il faut que le contractant, c'est comme ça que ça s'appelle, ait un patronage en fait d'un État. Pour la France, c'est l'Ifremer qui est contractant, donc c'est nous qui détenons le contrat auprès de l'AIFM, et on a un patronage de la France. Et c'est là que ça devient intéressant. Qui d'autre, à part l'Ifremer, a demandé et obtenu un contrat d'exploration ? Aujourd'hui, il y a 30 contrats
d'exploration qui sont actifs. Sur ces 30 contrats, il y en a quasiment un tiers qui sont détenus par la Chine et la Russie. La Chine en a 5, la Russie en a 4. Donc ça montre un peu l'intérêt de certains pays sur ce sujet-là. Et si on le regarde côté privé, sur les 18 contrats d'exploration sur les nodules dans la zone de Clarion-Clipperton, il y en a là encore à peu près un tiers qui sont portés par des acteurs privés. Et parmi ces acteurs privés, il y a la société canadienne TMC, The Metal Company. Retenez bien ce nom, on y reviendra un peu plus tard. Mais qu'on soit un acteur public ou privé, il y a des obligations à remplir avec ce contrat d'exploration. On doit donc être sous le patronage d'un État, on doit dire précisément quel minerai on cherche, où, pendant combien de temps, et une fois le contrat d'exploration obtenu, il y a d'autres obligations qui vont avec. Ouais, en fait, dans les obligations d'un contractant d'exploration, on doit faire un bilan tous les ans. Donc, on doit fournir tous les ans un rapport annuel. On fournit les données aussi qu'on a étudiées et acquises. Et puis, on fait aussi le point sur ce qu'on prévoit de faire l'année suivante. Et toutes ces données, c'est l'une des premières pierres de la diplomatie de l'océan, puisqu'elles viennent nourrir les discussions que les États membres de l'AIFM ont entre eux. Le rôle de l'IFREMER, c'est d'apporter des connaissances qui ensuite éclairent les décisions à l'échelle nationale ou internationale, puisqu'on contribue aussi d'ailleurs à la préparation des réunions de l'AIFM avec le ministère des Affaires étrangères pour préparer la position française. Et donc on essaye d'apporter notre expertise, particulièrement sur les questions environnementales, avec la connaissance du domaine marin qu'on a. Jusqu'ici, l'AIFM n'a délivré que des contrats d'exploration. Mais vous me voyez venir, la question se pose de plus en plus de l'exploitation. Et là-dessus, les États ne sont pas d'accord. La France, par exemple, est contre, ce qui donne lieu à des négociations très intenses, mais ça, on en reparlera dans le prochain épisode. Parce qu'avant de rentrer dans le dur des négociations, il y a quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Tout à l'heure, Sébastien nous a dit que l'AIFM était compétente pour tout ce qui concerne les ressources minérales des fonds marins. Or, on l'a vu sur le bateau avec Pierre-Antoine, il y a aussi des êtres vivants autour de ces minerais, qui suscitent au moins autant d'intérêt, et les deux sont intimement liés. Alors pourquoi l'AIFM ne s'occupe que de la roche ? Et en fait, ça ouvre une question un peu plus grande. Qu'est-ce que les fonds marins ? Des abysses à la surface, du grand large aux côtes ? Où est-ce que ça commence et où est-ce que ça termine ? Où est la limite en fait dans tout ça ? Et pour répondre à cette question, il va nous falloir faire un petit saut dans le temps. Alors là, on est le 1er novembre 1967 à New York, aux États-Unis. Et ce matin-là, un homme s'apprête à tenir un discours qui va changer le monde. Cet homme, c'est Arvid Pardo, l'ambassadeur d'un tout petit pays, Malte, qui vient tout juste de gagner son indépendance. Mon gouvernement a décidé d'agir, car les récentes avancées technologiques rendent désormais possible l'exploration, l'occupation et l'exploitation du lit des océans. Nous sommes convaincus, au regard de l'histoire, que cette capacité nouvelle va conduire à l'appropriation de certaines zones à des fins nationales. Ce discours, Arvid Pardo le prononce à l'Assemblée générale des Nations unies. C'est de là, des océans protecteurs, que la vie a surgi. Nous portons encore dans notre corps, dans notre sang, dans l'amertume salée de nos larmes, les marques de ce lointain passé. Et aujourd'hui, l'homme, dominateur actuel de la Terre émergée, retourne aux profondeurs de l'océan. Sa descente dans les fonds marquera peut-être le commencement de la fin de l'homme, et même de la vie, telle que nous la connaissons sur cette terre. Cela pourrait aussi être une occasion unique de poser des fondations solides pour un avenir pacifique et une prospérité croissante pour tous les peuples. Suite à l'intervention d'Arvid Pardo, les Nations unies vont ouvrir pour la première fois de l'histoire des négociations concernant la gouvernance de l'océan. Sauf qu'à ce moment-là, en 1967, on n'avait aucune idée qu'il y avait de la vie dans les abysses. On explorait déjà les fonds marins, mais on envoyait surtout des géologues, c'est-à-dire des spécialistes de la Terre. Et c'est par hasard
que 10 ans plus tard, en 1977, alors que les négociations sont toujours en cours, que des géologues font une découverte extraordinaire. Et cette découverte, c'est Françoise Gail, une océanographe française et pionnière de l'exploration des abysses, qui me l'a raconté. C'est par hasard que ces géologues ont découvert des choses qu'ils n'avaient jamais vues, qui étaient époustouflantes, puisqu'il y avait des animaux inconnus. Ils ont appelé ça le jardin d'Éden. C'était vraiment des oasis de vie fantastiques, avec des couleurs aussi inhabituelles. Alors cette découverte, elle a eu lieu dans l'océan Pacifique, mais dans un coin complètement différent de celle explorée par Pierre-Antoine. Et ce qui est hyper perturbant, c'est que le paysage n'a rien à voir. C'était autour des sources hydrothermales qui formaient des petits volcans. On avait des animaux qui se concentraient autour des émissions de fluides, très grands, de couleurs, une débauche de couleurs. Et c'était un milieu extrême, à savoir une très haute température, puisque ça peut atteindre 300, quelquefois 400 degrés. Une pression extrême aussi, de 160 atmosphères pour les dorsales pacifiques, par exemple. Et puis un milieu acide, un milieu peu oxygéné, riche en sulfures qui sont très toxiques pour le vivant. Donc, un environnement qui est a priori non favorable à l'installation de la vie. Et il fallait expliquer ça, parce qu'on n'avait aucune explication. Donc c'était une vraie découverte. C'est à ce moment-là, en 1977, qu'on découvre qu'il y a de la vie dans les fonds marins et qu'elle ne ressemble en rien à ce qu'on connaît sur Terre. Et donc, on commence à envoyer des biologistes, des spécialistes du vivant dans les abysses pour essayer de comprendre. Et parmi ces biologistes, il y a Françoise Gail. Je faisais de la microscopie électronique et j'ai eu un coup de téléphone d'Américains qui m'invitait à participer à une expédition, alors que j'avais arrêté, je pensais que j'allais arrêter justement l'océanographie à ce moment-là. Et donc à 34 ans, Françoise Gail part aux États-Unis pour plonger avec les Américains. Et une fois sur place, Françoise Gail rentre dans un tout petit sous-marin avec 2 autres personnes, 2 Américains, et leur mission commence. Alors au départ, on a chaud puisqu'on est sous les tropiques, il fait 30 degrés, le sous-marin est mis à l'eau, et puis on voit cette surface de l'eau, on est dans l'eau, mais on voit un peu quelquefois le ciel aussi à travers le hublot. Et on descend, le pilote met la musique à tue-tête, alors ça m'a tout de suite ça m'a étonné, ça moi. On n'a pas l'habitude de ça en France non plus, enfin on n'avait pas l'habitude. Et puis on descend, c'est le bonheur, c'est l'extase, c'est déjà le sentiment physique d'être dans un univers absolument incroyable, nouveau, et de faire de l'exploration, la vraie exploration. Et puis on descend, et puis on arrive dans le noir, et on voit là, quelquefois des scintillés, des structures, des éléments, et puis après on arrive vers le fond, tout est éteint, plus de son, le silence absolu. Le pilote sait qu'on va toucher le fond, on ralentit, on met la lumière, et quand on a de la chance, on tombe sur ces animaux extraordinaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. On les voit en vrai, et ça aussi, c'est un rêve réalisé, de voir ça en vrai à travers un hublot. Et puis le temps passe, on ne voit pas le temps passer. Le froid se fait sentir, il y a une condensation, et là, après, on s'habille comme si on était en montagne. Et on remonte, en silence. Alors cette mission avec Françoise Gail, elle a eu lieu en 1982. Et 1982, c'est aussi l'année où les négociations initiées aux Nations Unies ont abouti. Elles ont abouti à des règles rassemblées dans un texte que l'on appelle la Convention de Montego Bay. L'idée de Pardo, qui était le commissaire qui a initié
cette convention, était d'identifier l'océan comme un patrimoine commun de l'humanité. Patrimoine commun de l'humanité, c'est vraiment très très fort, parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui transgresse toutes les générations et qui est un trésor de l'humanité auquel il faut faire attention. Il faut en prendre soin, il faut le protéger. Il n'a pas réussi parce qu'il y avait beaucoup de résistance, etc. Et ça a été réduit à ce qu'on appelle la zone, qui était le plancher océanique, en fait. Et c'était vraiment focalisé sur les ressources minérales et ces ressources qui étaient au plus profond de l'océan. Alors dit comme ça peut paraître absurde, cette décision des États de séparer le plancher du reste de l'océan. Mais il y a 2 raisons à ça. La première, on vient de le voir, c'est qu'on n'avait pas la même connaissance scientifique qu'on a aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est que ces négociations ont eu lieu en pleine guerre froide. Et à ce moment-là, la priorité des États, c'était pas du tout le climat ou la protection de l'océan, c'était d'éviter toute nouvelle source de conflit potentiel. Et c'est pour ça que l'AIFM a été créée. C'est pour éviter que toutes les ressources qui se trouvent dans les fonds marins deviennent la source de nouvelles guerres. Mais voilà, tout ça a été pensé et négocié il y a une 50aine d'années, et depuis, on a fait du chemin. On en sait beaucoup plus sur l'océan, sur les abysses, et on sait désormais qu'il y a des connexions entre les grands fonds marins et la surface, entre le grand large et les côtes, entre l'océan et nos vies, à nous les humains. En fait, depuis quelques années, on a enfin une photographie globale de comment tout ça fonctionne. Bon, alors je sais pas vous, mais moi j'étais pas tout à fait au point, donc j'ai contacté une autre océanographe, Marina Lévy, directrice de recherche au CNRS, pour m'expliquer. Et la première question que je lui ai posée, c'est quelles étaient les connexions entre les grands fonds et la surface de l'océan. Alors ça, je peux vous expliquer pourquoi. La vie, vous savez, elle a commencé dans l'océan, en particulier avec la photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est dans la couche éclairée de surface. Il n'y a que les 100 premiers mètres de l'océan où il y a de la lumière. Et c'est vraiment dans cette petite couche de surface qu'il peut y avoir de la photosynthèse. Et le phytoplancton, donc, qui est l'élément, les microalgues qui font cette photosynthèse, elles ont besoin pour croître de lumière, mais aussi d'éléments nutritifs qui sont présents en profondeur. On comprend facilement pourquoi ils sont présents en profondeur, c'est que le phytoplancton, une fois qu'il croît dans cette couche de surface et qu'il est mangé et que tout ça, ça finit en déchets, ces déchets, ils vont couler au fond de l'océan. Donc toute la matière qui est produite, la matière organique, le carbone, l'azote, etc., ça coule. Et on a besoin de le remettre en surface pour repermettre le cycle de la vie, un peu comme quand on va labourer son champ, on a besoin de remettre des engrais en surface. Cette façon de labourer, en fait, dans l'océan, ça se fait de manière naturelle par les courants ascendants. Et c'est vraiment parce qu'on a des courants ascendants qui remettent les nutriments en surface qu'on permet ce cycle de la vie, ce cycle du carbone dans l'océan. Alors ces courants, ils permettent de nourrir le phytoplancton, qui lui-même va nourrir les poissons, qui lui-même va nourrir les humains. Alors peut-être que vous ne mangez pas de poisson ou que vous n'aimez pas ça, mais en fait ces courants, ils vous sont utiles à vous aussi. Puisque si l'air reste respirable malgré le dérèglement climatique, c'est en partie grâce à l'océan et à ses courants. L'océan nous protège en fait de l'intensité que le changement climatique pourrait avoir. 25% donc de la quantité de CO2 qu'on balance dans l'atmosphère du fait de la combustion des énergies fossiles et qui contribue de manière majoritaire au changement climatique. Donc 25% est absorbé par l'océan. Donc l'océan nous protège. Mais la conséquence de cette protection, c'est que comme il emmagasine de la chaleur, il se réchauffe. Et puis, le CO2 qu'il a emmagasiné l'acidifie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire d'océan qui se réchauffe et qui s'acidifie. Mais personnellement, j'arrivais toujours pas à comprendre exactement ce que ça voulait dire. Et c'est là que Marina Lévy a utilisé une métaphore qui, je trouve, est très utile. J'aime bien présenter les effets du changement climatique sur l'océan comme si l'océan était un corps humain et que toutes ces, ces variables vitales étaient perturbées. L'océan se réchauffe, donc il a pris 1 degré en surface. 1 degré, ça peut paraître peu, mais si vous comparez ça à une fièvre, ça fait passer de 37 à 38 degrés.
Puis associé à ça, c'est pas seulement un réchauffement de 1 degré, c'est aussi des vagues de chaleur marine de plus en plus nombreuses et de plus en plus intenses. Et là, les vagues de chaleur marine, c'est comme des poussées de fièvre. Alors là, c'est comme si vous montez à 41, 42 pendant une semaine, un mois, et là, vous commencez déjà à sentir que votre corps, il va pas bien. La deuxième chose, c'est que l'océan, en se réchauffant, il perd de son oxygène. Et ça, l'oxygène, on a vu son importance au moment du Covid, je trouvais, quand on parlait du taux d'oxygène qu'on avait dans le sang, etc. Donc l'oxygène, c'est vraiment une des variables importantes. Et puis la troisième, c'est le rythme cardiaque, je dirais. Donc quand l'océan se réchauffe, il devient plus léger, parce que les eaux lourdes et froides ont tendance à plonger dans l'océan. Et puis la fonte des glaces rend les eaux moins salées. Donc l'océan devient plus chaud et moins salé, donc il a tendance à moins se mélanger. Et comme ce mélange est vraiment important pour toute la vie dans l'océan, pour le transport de chaleur, pour le transport de CO2, le réchauffement climatique commence à freiner un petit peu ce cycle cardiaque de l'océan. Donc voilà, c'est en ces termes-là qu'on peut dire qu'il y a une dégradation des constantes vitales de l'océan, son rythme cardiaque, son taux d'oxygène, sa température, puis son pH également. Le pH, c'est de l'acidité, hein, et vous pouvez assimiler ça à des problèmes gastriques, des problèmes d'acidification gastrique. Donc voilà. Et là, j'ai demandé à Marina Lévy quels étaient précisément les risques pour nous, les humains, si on continuait comme ça. Les risques, ils sont de plusieurs natures. Donc le premier risque, c'est le risque climatique. Plus les eaux sont chaudes, plus il va y avoir de cyclones intenses, parce que les cyclones puisent leur énergie dans la température des eaux. Et ça, on sait que voilà, ça fait des conséquences désastreuses. Ça va dépendre de la vulnérabilité, évidemment, de chaque endroit où arrivent les cyclones. Mais ça, c'est des dégâts matériels et humains qui sont souvent importants. Ensuite, un océan plus chaud et plus acide, malheureusement, nous protège moins contre le réchauffement climatique. Donc ça, c'est le deuxième risque, c'est que ça nous protège de moins en moins. Ensuite, évidemment, il y a des risques d'effondrement de certaines pêcheries, par exemple. On a vu ça sur les côtes du Texas, par exemple, avec des milliers de poissons morts qui se déversaient sur les plages en réponse à une vague de chaleur marine qui créait un événement de perte d'oxygène intense qui a fait que les poissons sont morts du jour au lendemain. Donc ça, c'est le genre de risque auquel on doit faire face. Évidemment, un autre risque très important, c'est le risque d'élévation du niveau de la mer. L'augmentation des inondations liées à ça, les risques qui vont générer des nécessités pour de nombreuses populations de se délocaliser, de déménager, et ça va concerner des millions de personnes. Dans certaines régions, ça va être très compliqué. En fait, c'est difficile à dire que ça va obliger le déplacement de population. Franchement, c'est pas facile à dire, mais c'est quand même la réalité. Aujourd'hui, dans beaucoup de régions du globe, en particulier dans certaines îles du Pacifique, dans les outre-mer français, il faut commencer à envisager des déplacements sur les régions qui sont plus hautes et plus loin, plus éloignées des littoraux. Cette information, toute l'information qu'on a de la science, effectivement, est noire. Enfin, je veux dire, c'est un tableau terrible. Ce qui est noir, c'est qu'on a pris conscience qu'on était capable de dégrader cet environnement qui paraissait inaltérable, immense, et que là, non, là, on est confronté aux chiffres. Oui, on l'a altéré de manière importante, et si on continue sur cette lancée, ça va être de pire en pire. Mais voilà, mais on sait aussi à l'inverse ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire mieux. Et je crois qu'il faut prendre l'information dans son entièreté pour aller dans le bon sens. Pour aller dans le bon sens. Ce que Marina Lévy nous dit, c'est que c'est possible, puisque maintenant, on sait. Et après cet épisode, vous aussi, vous savez. La question qui vient après, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Ou plus précisément, qu'est-ce que les États font ensemble pour protéger l'océan ? Parce que depuis quelques années, ça bouge, et ça,
c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode. En attendant, si vous voulez aller plus loin, on vous a mis quelques liens dans la description de l'épisode. Vous venez d'écouter le premier épisode de la série Qui gouverne l'océan. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux ou à nous écrire un commentaire sur votre application de podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite pour le prochain épisode.